tout le monde, nouvel épisode de cette semaine. Je suis très content parce que je suis avec mon ami Jimmy, que je peux considérer comme un ami. Souvent, on a le ami un peu facile. Donc, Jimmy va vous expliquer toute son histoire. On a plein de sujets pour lui. La semaine passée, j'avais Zachary qui était le plus jeune que j'ai reçu. Et là, je veux pas dire que t'es le plus vieux, Jimmy. Ouais, ok. Mais non, je sais, non, j'ai peut-être reçu d'autres qui étaient plus vieux, mais je suis content parce qu'on va avoir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà atteint une grande valeur nette, quelqu'un qui a vendu des compagnies, quelqu'un qui a travaillé en finance, quelqu'un qui a vendu des business, acheté des business, aidé des gens à acheter, prof à l'université. On va en parler, mais avant, je voudrais dire que cet épisode est présenté par Céramique DF avec Francis Blanc, encore une fois, pour nous aider avec ce podcast-là qui a à cœur l'éducation financière, qui a à cœur l'entrepreneuriat, le business. Donc, merci Francis. Tout ce qui est céramique, donc si vous avez des besoins en céramique, Rive-Sud de Montréal, écrivez à Francis ou qui gère sa page et ses courriels. Donc, voilà. On y va, Jimmy? Je suis prêt, mon Simon. Alors, on va demander d'abord les fameuses questions. J'ai pris plein de notes parce qu'avec toi, il y a beaucoup de choses à couvrir. T'as pas fait une seule chose, c'est ça qui est intéressant. T'as comme eu 3 vies différentes. Peux-tu te présenter ton 20 à 30 ans quand tu travaillais, je pense, en finance, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Good. Merci, Simon, de l'invitation. Ça fait plaisir. Oui, en effet, on peut se considérer des amis. En effet, on se côtoie, on se fait des petits déjeuners, on jase de la vie. Rapidement, en effet, j'ai début cinquantaine. Alors, j'ai 50 ans. Je suis père de 2 gros enfants. Je suis avec ma conjointe depuis 30 ans. J'ai une formation en finance. Le 20-30 ans, en effet, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. Alors, j'étais banquier. J'ai commencé au début au niveau du financement personnel, de prêts personnels. Et rapidement, je suis retourné du côté commercial. Alors, je faisais du financement de PME. Alors, de 20 à 30 ans à peu près. Et c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre entrepreneuriale. Alors, j'ai travaillé avec des entrepreneurs. J'ai vu des beaux projets. J'ai vu des moins beaux projets. J'ai vu des belles entreprises qui étaient mal gérées. J'ai vu des entreprises dans des secteurs très concurrentiels, mais bien gérées, qui ont fait en sorte que c'était des histoires à succès. Alors, cette partie-là m'a vraiment rentré dans le domaine entrepreneurial et c'est là qu'après ça, je me suis mis à la recherche. Je te dirais là, début trentaine, fin vingtaine. J'ai dit pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai engagé une psychologue industrielle. J'ai fait évaluer mon potentiel. Oh ouais? Ouais, tout à fait. Tu m'avais pas... Non, je t'avais pas dit ça? Non, je savais pas. OK, ouais, en effet, alors... Faudrait que tu remettes ton micro un petit peu plus haut. OK. Alors ici, pointé vers le haut, je peux te tenir. Ouais, c'est bon, bouge pas. Petit moment de direct, même si on n'est pas vraiment direct. Mais au moins, vous allez avoir un meilleur son avec... si t'es capable de le mettre vers le haut, le micro. Comme ça va toujours dire capable d'avoir tout ça, c'est bon ça, on va essayer. beaucoup mieux. Bon, on va reprendre le... Excellent. Le direct. Ouais, en effet, parce qu'on entend souvent parler, Simon, là, le rêve d'être entrepreneur et tout ça. On voit seulement les histoires à succès, là. On voit pas le côté obscur de l'entrepreneuriat. Puis je me suis dit, bon, fin vingtaine, début trentaine, je suis rendu à un stade de ma vie que j'aurais très bien pu gagner ma vie le restant dans l'intérieur des banques. Mais là, après avoir travaillé avec des entrepreneurs, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Que je suis rendu à une étape de ma vie où j'ai une décision à prendre. Puis, j'ai engagé un psychologue industriel. J'ai fait passer les fameux tests psychométriques. Je suis arrivé avec des résultats qui n'étaient pas parfaits, mais... Juste pour info, est-ce que, déjà de une, est-ce que ça serait encore, parce que, juste pour les gens qui écoutent, tu as aussi été prof à l'université sur le reprenariat. Oui. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Okay. Est-ce que ça se fait encore maintenant? C'est des psychologues qui font ça ou c'est... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ça se fait. Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que ça t'a aidé? Moi, je trouve que c'est un bel investissement. OK. Ça me fait... C'est sûr que des choses, je savais mon trait de personnalité, comment j'étais, mais il y a des choses qui m'ont fait réfléchir, des aspects à travailler dans le futur. D'accord. Qui m'ont permis de me mettre en mode réflexion. Okay? Les résultats étaient pas parfaits. J'ai appris, puis je pense que c'est une chose très, très importante pour les entrepreneurs,
j'ai appris que j'avais un niveau émotionnel très élevé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand tu es en affaires, faut que tu sois fait fort, faut que tu sois capable de bien être équilibré, de savoir quand il y a une mauvaise journée, la mettre de côté puis on la regarde en avant. Alors, ce niveau émotionnel-là est très important pour les entrepreneurs. Parce qu'on le sait, les entrepreneurs, c'est des ups et c'est des downs. Souvent, on est seul. Oui, on peut en parler à notre conjoint, mais pas toujours évident. Tu veux pas l'achaler sur ça. Alors, d'avoir un niveau émotionnel élevé est extrêmement important en tant qu'entrepreneur. Puis j'y crois, là. J'ai côtoyé des gens, je le vois. C'est important d'être calme. Là, on dit souvent pas péter les plombs, pas de faire de crise, de contrôler. Se contrôler, là. Alors, j'ai vu dans ce rapport-là qu'il y avait ce volet-là. Et c'est là que j'ai commencé je m'amuse souvent à dire à mes gens, moi, je suis pas bon techniquement, je suis pas bon manuellement, mais mes deux grandes forces, c'est les chiffres, tout ce qui est la gestion administrative, et je suis une personne très humaine. Alors, la gestion des RH, le calme, l'aspect confiance que je représente envers les gens. Et là, je suis parti à la recherche d'une PME à acheter parce que moi, je voulais pas partir à zéro. J'avais pas souvent, je me disais, Jimmy, tu es un entrepreneur. Je dirais, je suis plus un gestionnaire entrepreneur. Je comprends. Okay? Il y a des gens, puis même pense que tu es là-dedans, Simon, il y a des gens qui aiment construire, bâtir. Après ça, quand tout est opérationnel, veulent passer à l'autre chose. Moi, je suis plus du type de prendre quelque chose qui est déjà bâti, mais de l'amener à un autre niveau. Tu fais l'opérationnel par-dessus, la gestion. Ouais, je comprends. C'est en plein ça. Fait c'est l'inverse de ce que moi j'aime faire. C'est en plein ça. Tout à fait. Moi, j'aime ça, arriver à quelque chose qui est déjà bâti, puis j'essaie de l'améliorer, puis de la mettre à un autre niveau. Puis dans l'opérationnel, je me sens bien. Fait que je me suis mis à la recherche, puis avec deux autres personnes externes, deux contacts d'affaires, ben, j'ai fait ma première acquisition d'entreprise début trentaine. Et c'est vraiment dans un domaine je m'amuse à dire que je connaissais pas. Alors, nous, c'est drôle, on était des opérateurs de boucherie. Alors, on opérait des boucheries à l'intérieur de fruiteries spécialisées, environ une quinzaine d'années. Et moi, j'étais vraiment le directeur général. Je supervisais les opérations, la gestion et tout ça. Alors, j'ai fait ça 6-7 années. Après ça, je suis revenu dans le domaine bancaire pour opérer. Pour travailler, OK. Oui, un petit peu, mais je savais que c'était juste temporaire. OK. J'avais vécu l'expérience entrepreneuriale. Je savais qu'un jour, je me rachetais d'autres choses. Ce que j'ai vécu et que j'ai appris, que j'ai trouvé difficile, alors on était 3 associés, mais moi, j'étais le seul dans les opérations. Eux, ils faisaient quoi, les autres? Eux, c'était des partenaires silencieux qui avaient investi des sous. On faisait des conseils d'administration, des rencontres une fois par mois, une fois par 2 mois. Mais je trouvais ça dur à donner des comptes rendus quand t'es pas dans les opérations, des fois expliquer les défis et tout ça. J'ai trouvé ça un peu plus difficile, mais c'était une belle expérience. Alors, je savais que ma prochaine entreprise, j'allais avoir un associé, un partner, qui était avec moi dans les opérations quotidiennes. Qui allait travailler, en effet, qui allait travailler puis qui serait le complément de moi. Et là, j'ai fait encore aller mon réseau. On a trouvé ton comptable qui t'avait trouvé. Oui, tout à fait. Mais en fait, dans les deux cas, dans mes 2 achats, puis dans mes 2 ventes, moi, j'étais accompagné par mon bureau de comptable qui m'a trouvé l'entreprise à acheter et dans les 2 cas, qui m'a trouvé les vendeurs. OK. Alors, j'ai vendu. Alors, des fois, les gens me demandent l'importance du bureau de comptable, mais est essentielle à ce type de transaction-là. Définitivement, te coacher et tout ça, bien évaluer. Et après ça, j'ai fait l'acquisition d'une 2e entreprise avec un partenaire dans les opérations. Alors, moi, je me ferais toujours l'aspect RH, financière, tout ça. Puis, mon partenaire Eric s'occupait vraiment plus marketing, opération, vente. Vraiment, sur les opérations et tout ça. Moi, je supervisais tout ça. Et cette 2e entreprise-là, encore là, dans un domaine que je connaissais pas, on vendait des équipements de lavage haute pression. Pour les villes, les institutionnels, industriels et tout ça. On a fait ça pendant 8 ans. Entre-temps, je
je me suis fait approcher par un ancien de mes professeurs de l'Université de Sherbrooke, qui un jour m'appelle et dit « Bonjour Jimmy, comment ça va? Est-ce que l'enseignement pourrait te tenter? Je n'ai pas vraiment pensé à ça, mais il dit « Écoute, tu as été banquier, tu as fait du financement de PME, puis tu as été entrepreneur. » J'ai dit « Jimmy, j'ai un cours fait pour toi. » Fait qu'il dit « Le cours, ça s'appelle « Aspect pratique du financement ». Alors, on parle du financement de PME. Il y a le côté, tu sais, quand tu fais le financement, tu as le côté banquier, puis tu as le côté entrepreneur. Écoute, tu peux enseigner ce cours-là, tu as toutes les notions pratiques. Puis je dis, OK, ben il m'envoie le plan de cours, je regarde, ça a de l'allure, puis je dis, OK, j'embarque. Puis alors, ça fait 7-8 ans que j'enseigne, dans le fond, 2 cours. Ce premier cours aux jeunes du bac en finance, puis j'enseigne également à des ingénieurs qui ont de l'intérêt à l'entrepreneuriat. Ça s'appelle ingénieur entrepreneur. Alors, on monte un plan d'affaires, on regarde tous les volets d'entreprise, l'opération, le marketing. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très le fun. Alors, ça, c'est un cours en ligne que je donne, que je vais donner cet été. Alors, tous ces cours-là, habituellement, je donne l'été. Moi, j'adore ça. Ça me garde à jour, ça m'améliore à ma communication et tout ça. Des expériences et des contacts. Oui, c'est super. Oui, ben dans ma nouvelle carrière, j'ai des anciens étudiants qui ont communiqué avec moi pour travailler avec moi et tout ça. Fait que, alors tout ça pour te dire que j'ai fait ça, la deuxième entreprise, le rachat, et on a vendu, là, on se rapproche des années ici, on a vendu en septembre 2022. Ouais. Okay. J'avais un 6 mois de transition avec l'acheteur. Puis au mois de mars 2023, ben j'étais à la maison. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire le restant de ma carrière? Je n'ai pas tout à fait 50 ans. J'aime beaucoup l'éducation. J'aime beaucoup l'éducation financière comme toi, Simon. J'aime pouvoir aider les gens. J'ai toujours été quelqu'un qui était à mon affaire financièrement, qui a mis des sous de côté, qui a préparé ces choses. Je me suis dit, pourquoi pas les services financiers. Pourquoi pas accompagner, aider les gens dans leur parcours financier, que ce soit protection, placement, investissement, discipline. Et c'est là que depuis janvier 2024, j'ai fini ma première année en tant que conseiller financier, ou bien les vrais titres, là, c'est conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collectif. Alors, je suis conseiller indépendant, autonome. Je suis associé à un petit cabinet à Saint-Hyacinthe. On est 5 conseillers. Chacun est indépendant. On partage les frais communs et tout ça. Puis, tranquillement, pas vite, ben, je monte ma clientèle et tout ça. Puis, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Je me suis donné un peu comme objectif d'aider les jeunes à bien partir dans la vie. Là. On parle souvent le temps, c'est de l'argent, puis on les intérêts composés et tout ça. Fait que j'ai une clientèle assez variée. J'ai des gens de mon âge également, mais j'essaie d'aider là, des gens de 20 ans, 21 ans, 22 ans à bien partir, et surtout à se conscientiser que économiser, là, c'est facile. Puis, même si tu économises, t'es pas obligé de... Parce que les gens, des fois, ils disent « Ah, j'économise, je vais me priver. » Non, tout ça peut aller ensemble. Bien sûr. Oui. Il y a un bon équilibre dans toute chose. C'est en plein ça. Fait que c'est un peu mon histoire. Fait que depuis 1 an, ben, je suis conseiller financier, puis j'accompagne des gens dans leur parcours financier, puis j'adore ça. Je continue à enseigner. Alors, tout le domaine d'éducation m'intéresse beaucoup. On va commencer par une bonne question pour toi. Ouais. J'ai préparé quelques petites phases pour le podcast. Il y a 2 ans, j'ai assisté au sommet du reprenariat avec le CETEC, donc le Centre de transfert des entreprises du Québec. Et tout le monde le sait, acheter une entreprise, c'est facile. Tu fais ça en 1 mois et t'as pas besoin de capital. C'est bien ça, Jimmy. Guillaume, t'es pas mal. Boy, je sais pas, t'as vu ça? Non, pas. Et qu'est-ce que j'ai pas dit aussi qui est très, très pertinent? Je viens d'aider, là, c'est chaud comme depuis septembre 2024. Ma fille vient d'acheter une entreprise. Alors, Fanny, c'est ça? Oui, Fanny, ma grande fille Fanny de 23 ans, vient d'acheter un studio de danse à Sainte-Julie. Puis, alors, je viens de repasser là, récemment tout le processus. Même si c'est une petite transaction, très souvent une petite, puis une grosse. C'était pas une très grosse, mais tu sais, je te dirais entre 100 000 et 1 million, c'est le même processus. C'est la même vérification de diligence, c'est les mêmes choses à regarder, l'impact fiscal et tout ça.
Alors, oui, il faut tailler des sous. Mise de fonds, moi, je acheter une entreprise, pas de mise de fonds. À quelque part, tu utilises peut-être l'effet de levier juste sur une marge de crédit, mais il faut des capitaux. Puis en un mois, ça se voit pas comment on pourrait acheter une entreprise en un mois comme il faut. Ouais, non, en se protégeant bien, en utilisant les professionnels, c'est quelque chose de bien fait, là. C'est juste la vente, quand j'ai vendu une entreprise dernièrement, en étant dans l'entreprise, j'étais dans l'entreprise quand j'ai vendu, ça a pris à peu près 3 mois et demi, tu m'as suivi là-dedans. Ouais, tout à fait. Un bon 3 mois et demi, ça coûte cher. Puis t'étais à l'intérieur. Les deux, ils étaient sur un rachat interne et non pas externe. Là. Imagine quand tu arrives que tu connais pas la compagnie, quand tu connais pas, parce que souvent tu fais une balance de prix de vente, comme tu l'as dit tantôt, tu es resté 6 mois avec la personne à travailler, il y a plein de choses que tu dois regarder, il y a plein de petits détails, juste combien vaut la business. C'est déjà, il y a une obstination souvent là-dessus, parce que la personne qui veut l'acheter au moindre coût, bien entendu. Puis la personne qui veut vendre, elle se dit, bah non, mais attends, j'ai passé 10 ans à tout monter, je me suis planté. Donc toi, tu dis, ouais, mais c'est pas moi de payer pour tes erreurs, je les aurais pas fait. Il y a beaucoup d'obstination. Toi, en tant que repreneur, vendeur, acheteur, tu sais, ce serait quoi un peu les leçons que tu as tirées de tout ça? Mettons, si t'en as, comme là, tu viens de passer là-dedans récemment, ce serait quoi les leçons que tu as en tirées pour quelqu'un qui voudrait faire? Dans le fond, une transaction, des fois, on l'oublie parce que tout ce qui est aspect financier, aspect juridique, on travaille avec des professionnels. Oui. C'est très mécanique, c'est très rationnel. Mais qu'est-ce qu'on oublie souvent dans une transaction, Simon, c'est l'aspect humain. Oui, bien sûr. Et ça, tout part de ça. Puis, je regarde Fanny, sa transaction. La vendeuse... Fanny, elle était déjà... Oui, c'est ça. Fanny danse à ce studio-là depuis qu'elle est très petite. C'est elle qui s'occupe du camp de jour l'été depuis qu'elle est très petite. Et la vendeuse, elle a un peu choisi Fanny. Oui. Elle a approché Fanny parce qu'elle avait un lien. Et la même chose, quand nous, on a vendu notre entreprise, Multipression de lavage à pression, moi, notre bureau de comptable, il nous a présenté 4 acheteurs potentiels. On a choisi, outre le prix, parce que le prix, c'est mathématique, ça va se ressembler, tu peux négocier. C'était le feeling que quand on a rencontré le vendeur, on s'est dit, wow, il a les mêmes valeurs que nous autres, il va continuer, il va garder les emplois, il va peut-être l'amener à un autre niveau, il y a des idées, c'est normal. Quand on achète une entreprise, très rarement, c'est pour pas rien faire. On a des idées, on veut innover, on veut l'emmener à un autre niveau. Alors, l'aspect humain, là, j'ai appris qu'il est très, très important. Et le temps aussi, ça a pris combien de temps pour Fanny à acheter ça? Fanny, ça l'a pris, on a acheté ça en septembre 2024 et on a commencé les premières discussions l'été 2023. Donc 1 an. Quasiment 1 an. Ouais. Au CETEC, donc le sommet du reprenariat où j'ai assisté, donc c'était 2 jours de conférence, ou une journée de conférence, en tout cas peu importe. Il disait en moyenne que ça prenait entre 9 et 12 mois pour acheter une compagnie en dessous d'1 million. Ça a du bon sens. Ça a du sens, c'est vraiment, tu sais, ils font ça, de ça. Il disait après, quand c'est des processus plus longs, des plusieurs millions d'achats, ben là, évidemment, c'est... Puis tu sais, on parlait tantôt, t'as pas besoin d'argent, mais à un moment donné, il va falloir que tu payes ton fiscaliste, ton comptable, juste ça, les avocats, notaires, tu sais, il y a des choses que tu dois payer. Entre eux. Il y a beaucoup de mythes là-dessus. Faites attention aux gens qui disent ça. Faut faire attention parce que si tu utilises ton propre effet de levier personnel pour faire la mise de fonds, là, tu vas être endetté au niveau de l'entreprise, tu vas être endetté au niveau personnel. Là, le défi, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que là, tu vas peut-être sortir plus d'argent dans la compagnie puis tu vas avoir plus de salaire pour payer ton prêt personnel. Ouais. Là, ça vient un cercle vicieux très dangereux. Ah ouais, tu payes ton impôt parce que tu as sorti, tu payes la business, effectivement, c'est pour ça que moi, je me fais accompagner tout le temps. Dès qu'il se passe quelque chose... Ben nous, la transaction de ma fille qui n'est pas une grosse transaction, ben on a travaillé avec un avocat, qui a fait le contrat, qui a fait la vérification. On a travaillé avec des professionnels. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est mieux payé là que... Tu sais, tantôt, quelqu'un m'a écrit sur Instagram parce qu'il voulait... Je reçois de plus en plus de questions, puis c'est pas... en tout cas, c'est pas négatif ce que je dis. Je reçois beaucoup de questions sur mon Instagram. Oh, regarde mon portefeuille, qu'est-ce que t'en penses?
Puis maintenant, je peux plus répondre à ça parce que déjà, je réponds pas sur des messages Instagram ou des courriels. Donc, je leur dis, écoute, prends une consultation. Consultation de 30 minutes, $79. Tu prends, c'est pas cher. Pas cher. Puis je vais pouvoir, tu sais, c'est ce que je lui ai dit, tu sais, ça va te permettre que je regarde. Je disais, ça, c'est, tu sais, fais attention, la fois passée, quelqu'un m'envoie un message, puis pareil, je l'ai partagé, j'ai enlevé le nom de la personne. Puis, j'ai dit, c'est pas pour me moquer, mais la personne me dit, oh, regarde, j'ai investi dans le S&P 500, voici, c'est SPGY. Mais SPGY, c'est pas le S&P 500. Mais il était marqué SP. Donc, la personne, c'est donc, SPGY, c'était une entreprise financière qui gère les indices boursiers. Donc, qui donne du, mettons, pas qu'il les gère, mais qui va donner un service au niveau des indices boursiers. C'est une compagnie en US. Donc, la personne, elle se faisait convertir son dollar canadien pour acheter en US. Quand elle voulait vendre, à chaque fois, il aurait fallu qu'elle paye un frais in and out de taux de conversion. Puis, en un simple clic, je lui ai dit, une phrase, je lui ai dit, écoute, là, c'est pas le bon, t'investis pas dans le bon. Si tu veux investir sur le S&P 500, c'est VV, XUS ou d'autres. Mais tu vois, beaucoup improvisent. Et, c'est ce que je dis à la personne, prends un 30 minutes, là. Parce qu'à un moment donné, mon temps vaut aussi quelque chose. Des fois, je reçois des pavés. Je suis comme, écoute, je t'aime bien, mais c'est parce que moi, j'ai 2 enfants, j'ai une vie, business, j'ai d'autres choses. Puis, monnaie, il faut que tu monnaies aussi quelque chose. Mon entreprise, c'est ça. Donc, si tu veux des services, faut que tu payes. Puis, je donne beaucoup d'aide. Tu sais, des fois, tu te sens mal quand tu commences à lancer ton produit, ou moi, ça fait quand même des années que je fais ça. Mais tu te sens mal un petit peu. Mais par contre, de savoir que tu as un peu un saut pour dire, ok, il m'a dit que c'est bon, je suis pas dédoublé, je suis pas détriplé, j'achète sur le bon marché, je suis sur le TSI, je suis pas sur le New York Stock Exchange, ça va bien, pour mon âge, ça va, le CELI, c'est bon. Plusieurs personnes me demandent plein de questions sur le CELI, mais des fois, c'est comme, tu sais, prends une consultation, je vais répondre. Et c'est tu peux répondre de façon générale. Oui. Mais tu sais, en finance, chaque cas, c'est particulier, différent. Peut-être des données, toi. Dans le RE de ma fille, je sais pas. Ta fille, elle a quel âge? Ouais. C'est quoi toi? Exactement. Moi, c'est bon, j'ai un profil risqué. Ouais, mais c'est pas juste, il y a pas juste de profil risqué. Il y a une dizaine de choses à prendre en considération minimum en te bâtir ton portefeuille. Et c'est pour ça que, au début, j'ai beaucoup appris quand j'ai vendu le Lib. Parce que jamais, en 100 ans, j'aurais pris des avocats, je me serais jamais fait ça tout seul. Mais quand tu as une équipe, moi j'avais 2 avocats qui travaillaient sur le dossier, quand tu as 2 avocats en arrière de toi qui t'aident pour les papiers, pour les courriels, pour rédiger les offres, les contre-offres, pour aller t'inscrire, t'enlever du REQ, pour aller faire les lettres pour tes impôts. Eux, le cabinet d'avocats, il y avait aussi le Reggie qui était dedans avec le fiscaliste. Donc, je sais que tout a été fait parfaitement. Ils ont pu me faire des montages pour sauver sur certains aspects fiscaux. Et donc, tu sais, s'entourer de professionnels, là, oui, c'est une facture. Tu sais, mon avocat, c'était $380 de l'heure. C'est un bel investissement. Sinon, hein? Tellement. T'as la tête tranquille. Oui. 2, c'est des pros. C'est leur job, ils font ça. Ils en ont vu toutes des mises en situation, des cas de... Moi, je pense que tu peux pas te passer de ça, là. Puis comment, toi, quand tu regardes une business, c'est quoi la chose que tu regardes en premier? Est-ce que tu évalues d'abord le prix? Est-ce que tu regardes s'il y a un fit avec le vendeur? En fait, je peux te conter un peu les histoires rapidement de nos 2 acquisitions. Ouais. La première chose que nous, on a fait dans les 2 cas, c'est qu'on était prendre un café on était acheteur, avec les vendeurs à l'extérieur, bien entendu, de l'entreprise pour apprendre à se connaître. Ouais. OK, Simon, tu es rendu à une étape, tu veux vendre ton entreprise. Qui Simon? OK, tu as tel âge, ta famille. Pourquoi tu veux vendre? OK, parfait. OK, tu fais ça dans la vie. Tu es un passionné de sport, de hockey, tout ça. Moi aussi, on genre. Parce que moi, j'ai toujours dit que dans les 2 cas, quand on a acheté, on a demandé au vendeur de nous présenter et de dire à tout le monde, c'est Simon l'acheteur. On a choisi Simon pour poursuivre notre entreprise, l'amener à un autre niveau. Et moi, quand j'ai vendu, là, Multipression, on a fait la même chose. Quand on a présenté l'acheteur, on a choisi l'acheteur pour poursuivre. Alors ça, c'est très, très important. Alors, la première rencontre, très souvent, on parle, dans mon cas, ça c'est moi, là, c'est ma formule à moi, pratiquement très peu d'entreprises. C'était plus, on a jasé de la vie, voici, OK, t'es à vendre, voici qui je suis, comment je vois ça, tout ça. Parce que
le président, patron, peu importe, mais quand même une culture dans l'entreprise. Donc, tu veux voir aussi quel style de personne il est. Tu es tout à fait d'accord. Tu arrives dans une entreprise où c'est pas tes mêmes valeurs, tu as une culture différente, tu te sens pas bien, ça va être difficile de changer. Alors, tu veux juste t'assurer qu'il y a un bon fit de personnalité, de valeur. Et après ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je me suis préparé un petit fichier Excel. Et là, qu'est-ce que je dis, par exemple, au vendeur? Simon, ça l'a fité, on poursuit-tu? Toi, ça se peut que le vendeur me dise, Ouais, je l'aime pas, là, ça fait pas, puis je le vois pas avec ma gang arriver là, parce que, tu sais, il connaît sa gang, là, tu sais. Alors, s'il y a un bon fit entre les deux, ben moi, je leur envoie un petit fichier Excel, puis je pose en revue, là, les opérations, le marketing, la finance, puis je pose des questions, puis je leur dis, ben, quand tu auras 2 minutes, Simon, regarde mes questionnements, tout ça, puis tu sais, moi, je veux poursuivre, je vais t'envoyer une entente de confidentialité, parce que je veux pas perdre de temps. Tu fais ça, puis rapidement, j'essaie d'avoir les états financiers. Okay. Pour tout de suite me donner, là, ça l'a fité, j'ai posé des questions, mais répondu, pour pas trop rapidement tomber en amour avec l'entreprise. Parce que ça, c'est un risque. Ouais. Tu tombes avec émotion. Oui. Tu tombes en amour, là, ton rationnel se tasse un peu, même si les chiffres sont moyens, tu dis, je vais être capable de changer ça. Moi, quand je vais arriver, je vais faire ça. Ça, c'est un danger. Alors, rapidement, quand on reçoit les états financiers, on a un ordre d'idée du prix, c'est quoi la braquette de prix. Puis là rapidement, tu essaies de faire des calculs. Okay? De voir, ça tu regardes les états financiers, tu regardes le chiffre d'affaires, la constance, les dépenses. Là, tu mets des petits accélérés, tu soulignes. Là, tu regardes le prix, tu essaies de calculer la valorisation. Ça, tu peux le faire toi-même. Ou sinon, comme tu as dit tantôt, tu investis une coupe de $100, tu vas t'asseoir avec un bureau comptable, les états financiers. Tu regardes, là, la valeur est ça, regarde les états financiers, ça se tient-tu? Ça a-tu du bon sens? Rapidement de ça, pour pas, parce que c'est vraiment, toi, tu penses à vaut 500, puis le vendeur pense qu'à vaut 1 million. Là, l'écart est quand même assez élevé. Ouais, c'est ça pour négocier. Fait que rapidement, fit de valeur humaine, les chiffres rapidement pour se donner un ordre d'idée. Puis là, si ça a du bon sens, on continue le processus. Le processus, c'est de comprendre le modèle d'affaires. Hein? C'est qui les clients, c'est qui les concurrents, dans quel domaine, on peut-tu innover, c'est un domaine qui a de l'avenir, etc. Là, tu fais des recherches et tout ça. Parfait, c'est très intéressant. C'est le repreneuriat, tout le monde en parle. Ça s'en vient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'auront pas de repreneurs. Puis ouais, je pense qu'il faut garder l'œil ouvert. Oui, tout à fait. Puis le défi, je pense, aujourd'hui, en 2025, c'est peut-être une des raisons que moi j'ai vendu, c'est que la gestion des ressources humaines est de plus en plus difficile. Hein? Quand tu viens de ce domaine-là, en plus, Simon, c'est correct. Tu sais, les gens ont moins le tatou de l'entreprise, ont moins à cœur. C'est correct. Tu sais, il y a plus un niveau d'équilibre, de vie familiale. C'est excellent, mais quand tu es entrepreneur, c'est un peu plus difficile. Fait que le taux d'absentéisme est très élevé. Tu sais, le taux de... Je sais pas, je vais dire ça. Le sentiment d'appartenance. Eh ben, c'est exactement ça. Je sais pas, en fait, s'il y a... Ben, en fait, moi, je pense qu'il y en a moins de personnes maintenant qui sont prêts à faire des 50, 65 heures pour dire, OK, c'est ma business. C'est ça, à l'époque, chez Randstad, c'était la couleur de Randstad, c'était bleu, puis notre compétiteur, c'était Robert Half, c'était rouge. Puis c'était comme, nous, il y a du bleu qui coule dans nos veines. Puis moi, je suis pas méchant, mais j'ai toujours trouvé ça débile. C'est une compagnie publique, le siège social est aux Pays-Bas, j'en ai rien à faire. Tu sais, j'aimais Randstad, j'étais là, mais à un moment donné, je donne un service, et ils me font un chèque en échange du service que je donne. Si j'atteins plusieurs objectifs, j'ai un bonus. Si je ne les atteins pas, je n'ai pas de bonus. Et ils peuvent se réserver le droit de changer le bonus du jour au lendemain, comme ils ont fait plusieurs fois. Et ça me fait toujours rire, et même un peu de peine, les gens qui donnent tout pour leur business. Alors qu'il n'y a pas... C'est différent. T'es une PME, t'as un président unique qui te traite vraiment comme de la famille, etc., mais outre ça, d'être comme, on est la grande famille de ceci. Non, on n'est pas une famille. Dis-moi, là, T'as raison. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence, selon moi. Quelqu'un qui travaille dans une PME, puis quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise où tu pourrais, c'est comme un numéro, si on veut. Le sentiment d'appartenance, on l'a un peu plus dans le PME. Tu peux faire des activités, mais ça demeure un défi aujourd'hui, là. Tu sais, je dirais pas qui,
parce que c'est perso, mais je connais une personne qui, il y a 10 ans, quand cette personne a commencé à travailler dans son entreprise, je disais waouh, quelle entreprise incroyable. Genre c'était quasiment un rêve. Je me disais j'aimerais tellement travailler pour ce genre d'entreprise. Et 10 ans après, donc actuellement, cette personne-là travaille encore pour la même compagnie. Ils ont eu un changement de présidence. Donc vraiment, il y a le nouveau président qui est arrivé parce que l'autre, je pense qu'il est décédé. Une grande entreprise, un peu une PME. Et je me suis dit, wesh, quelle entreprise dégueulasse. Aucune, déjà au niveau tolérance, c'est pas top. Au niveau justement de comment tu es traité par la compagnie, c'est terrible. Il y a au niveau des salaires, des bonus, le président se prend un bonus de 10 millions et les employés ont eu quasiment rien parce qu'il y avait plus d'argent. Ils ont coupé la masse salariale comme un truc de fou. C'était l'une des entreprises dans le top 3 qui a été, parce que c'est une compagnie publique, qui a coupé le plus de monde sur sa masse salariale, mais que les patrons, les présidents veulent des grosses augmentations et des bonus de plusieurs millions. J'ai écouté hier une vidéo. Il y a une grosse marque de voitures en France qui s'appelle Renault. Et il disait justement que le patron de Renault, le chiffre est peut-être pas exact, mais gagnait en une année le salaire de 236 employés, si ma mémoire est bonne. Ok. Et il disait oui, mais nous on crée de la valeur, on crée de l'emploi. Et je suis quelqu'un qui est plus du côté capitaliste que extrême homo chaud, mais je me dis quand même il y a une divergence, il y a quand même des écarts dans l'entrepreneuriat, dans la business qui sont énormes. Il y a une vidéo qui est comique aussi où tu vois Jeff Bezos qui passe dans les couloirs d'Amazon, je sais pas si tu vois. Non, j'ai pas vu, non. Puis il y a la même avec Bernard Arnault et il passe puis tu vois un compteur à côté de lui puis c'est son chiffre qui gagne à la seconde, puis à côté de lui c'est un employé puis tu vois l'employé que son chiffre il augmente tout doucement, puis t'as lui au bout de 10 minutes il a fait des millions, puis t'as l'autre au bout de 10 minutes il a fait je sais pas 50 pièces et quelque chose comme peu importe. Mais tu vois la différence et je comprends que ces gens-là génèrent l'argent. Ouais. Ces gens-là payent des impôts, même si on sait très bien qu'il y a maintenant beaucoup de paradis fiscaux pour ces gens-là. Mais je me disais quand même à quel point il y a des compagnies à la tête où est-ce qu'il y a une différence énorme entre le numéro 1 puis une personne. Puis je comprends que cette personne-là, si elle s'en va au top, ça peut générer beaucoup de problèmes dans la compagnie, etc. C'est des gens qui ont des visions, qui sont bons, qui connaissent énormément de choses. Mais des fois, je me dis, quand tu vois l'écart entre les salaires, c'est indécent, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord avec toi. Ça fait en sorte que les gens comme moi, pour toi, ou les questions de perception, hein. Ouais. Des grosses entreprises comme ça, je serais curieux de voir ce fameux ratio-là, salaire dirigeant PME versus les employés. Ouais. Définitivement, non, c'est pas le même. Non, tout. Puis sur 236 fois le monsieur de Renault, ça ne comptait pas les bonus et les actions. Ouais, c'est ça en plus. Imagine. Non. Ben, c'est un peu plate parce qu'en effet, la perception des gens, c'est un peu ça des fois. Je vais te donner un exemple que j'ai vécu un peu dans le parcours entrepreneurial. En fait, des fois, il y a une question de jalousie. Hein, des fois, ou de mauvaise perception. Moi, j'ai toujours été une personne qui arrivait au bureau avec un véhicule correct, standard, et je me suis déjà fait dire, le boss, on sait bien qu'il peut se payer le gros char, il veut nous démontrer. Alors, des fois, tous les gestes que tu vas faire en tant qu'entrepreneur sont examinés, Fait que ça, c'est pas évident, là. C'est pour ça que c'est nice d'avoir plusieurs business. Ouais, tout à fait. Comme ça, tu dis, mais ça, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ouais, c'est vrai que il y a toujours cette perception-là. Après, mon père, à l'époque, quand j'étais plus jeune, il était directeur d'une entreprise. Moi, j'ai eu des postes comme à responsabilité tôt dans ma vie. À 30 ans, j'étais directeur chez Manpower, qui est quand même une grosse compagnie publique. La 3e plus grosse agence au monde. Ils étaient classés 133e dans le S&P 500, tu sais. Je me suis rendu directeur là. Mais attention, je travaillais du matin au soir. Les samedis matins, je travaillais. Le dimanche, je faisais mes papiers pour arriver lundi puis pas avoir 500 courriels à regarder. Il y a une différence. Là encore, oui, je fais de l'argent. Mais moi, tous les soirs, je travaille sur mes nouveaux projets. La journée, je suis consultant. Le soir, si je travaille pas sur mes projets, je m'en vais donner des cours au gym. Puis quand je finis de donner mes cours comme hier, j'ai fini à 7h30 de donner mes cours au gym. Je suis rentré, j'ai pris mon laptop. Pendant que je regardais la télé, que ma femme regardait la télé, moi, j'étais en train de faire des trucs, de parler, de faire des vocaux, Zachary pour la business. C'est pas la même chose. Par contre, j'adore ça.
J'adore faire ça. J'adore bâtir, on le disait tantôt. Ouais. Quand c'est des trucs un peu plus chiants, alors tu sais, la fois passée, cette semaine, je devais rentrer tous les noms des clients de Piscine Éclat dans le CRM. Donc là, malheureusement, tu peux faire des imports, mais à un moment donné, c'est limité. Si tu veux rentrer certains champs, c'était du un par un où je me connectais sur mon fichier Google Drive, je le mettais sur Zoho, je mettais le prospect qu'on avait converti, combien, etc. Donc, il y a des trucs, c'est plus chiant. Ouais. Habituellement, on dit que c'est 70% de ce que tu aimes vraiment faire, puis 30% de choses que tu aimes vraiment faire. Ouais, je pense. Puis, es-tu d'accord, Simon, de dire que ça, je suis en train de faire cette éducation-là à ma fille? Être entrepreneur, c'est un mode de vie. 100%. T'es d'accord avec ça? Hein? C'est un état d'âme. T'es comme ça. Oui. Pour ça, comme je te regarde quand tu parles, là, tout ça, ça fait partie de ta vie, là. On te demande pas t'es passionné, fait que c'est pas comme, Tu peux pas compter tes heures, tu peux pas dire, je pas dans ma liste de tâches. Je suis en plein ça. Fait que je suis en train d'éduquer à ma fille. Éduquer à ma fille, elle commence, elle a 23 ans. Puis je dis à Fanny, tu sais, être entrepreneur, c'est un mode de vie. Alors, ça se peut que lundi à 10h le matin, tu es libre, tu vas faire tes choses, mais ça se peut que le lundi soir, à 10h30 le soir, tu es encore en train de faire ta comptabilité ou faire des choses. C'est une façon de vivre. Il faut que ce soit ancré dans toi, là. C'est le 9 à 5, c'est pas ça, c'est une façon de vivre. Puis autre chose aussi pour les gens qui veulent se lancer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent changer de carrière et vendre eux. Donc ta fille vend son expertise en danse. Oui. Tu vois, moi je vends mon expertise en finance, en jiu-jitsu, puis comme consultant en RH. Ça c'est correct, ok? Mais quand un jour, moi c'est ce qui m'arrive, quand j'ai un jeune qui quitte mes cours, parce que je donne des cours au 4 à 7 puis 8 à 13. Ben ça me fait de quoi? Parce que c'est toi qui achètes. Il achète le jiu-jitsu, mais c'est qui le prof? C'est qui donne le service? Quand je fais un 15 minutes avec quelqu'un, puis je lui parle, puis je dis, mes 15 minutes, c'est pas des appels de vente, c'est des appels pour aider le monde. Si par contre, je vois que la personne aurait besoin d'une formation que j'ai à vendre, d'une consultation privée, je vais lui en parler. Et quand la personne ne te fait pas de suivi ou quoi, quand tu regardes, moi je regarde mes chiffres de l'année passée avec le gym, ben là ça va bien, on a un record pour janvier, c'était un record historique, on n'a jamais eu autant de monde dans mes cours, mais ben des fois tu regardes quand t'as une baisse, puis tu dis ok mais qu'est-ce qui s'est, il y a eu 1 an et demi, 2 ans je pense, on a perdu beaucoup de monde pour l'été, puis ils sont pas revenus. Okay. Puis on n'a pas eu de rush de la rentrée. Okay. Donc mes cours avaient vraiment diminué, puis tu te remets en question, est-ce que je suis trop dur, est-ce que je suis pas assez dur, tu les parents qui m'aiment pas, donc il y a beaucoup de choses comme ça que tu te remets en question, et en entrepreneuriat c'est la même chose. C'est difficile l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui se dit bah écoute moi je vais vendre, je vais prendre ma blonde qui fait mettons du graphisme, puis elle vend tous ses logos, elle vend tu sais l'image de marque et tout. Puis qu'à un moment donné bah les gens ils prennent une fois, puis ils ont d'autres choses à faire, puis là ils vont voir quelqu'un d'autre. Oups, c'est quelque chose que je les ai fait. Ouais, c'est ça, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est-tu ma tarification, c'est-tu mon suivi, Surtout quand c'est toi qui crée cette chose-là, que c'est toi qui achètes, puis t'y penses sans cesse, t'as des idées, comme cette nuit, j'avais une idée, puis j'ai un bébé de 4 mois, bientôt 5 mois, puis cette nuit, elle dormait pas, donc je l'ai dormi à côté de moi, donc elle était sur mon bras, mais là, j'avais une idée, genre, je sais pas, il devait être 3h du matin, et là, je me dis, faut que je prenne mon téléphone, mais je peux pas prendre mon téléphone. Là, j'étais, c'est vrai, j'ai une idée, faut pas que j'oublie, je vais texter Zach pour lui dire, on devrait faire ça. Et, malheureusement, j'ai pas noté mon idée. Aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Donc, c'est pas grave, c'est des choses. C'est des choses qui arrivent, tout à fait. Donc, merci pour ton... c'est un petit peu le topo, de ma carrière et de ma vie, là. Fait que, c'est ça. Ben, écoute, on a parlé du reprenariat. Ouais. Là, je suis passionné de reprenariat, honnêtement, là. Ça, c'est, ouais, j'aime beaucoup ça. Puis est-ce que tu penses à travers tes différentes carrières, à travers le monde de les différentes personnes que tu as vues, que c'est très payant? Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une source de revenus à générer? Je te dirais que ma perception, là, aujourd'hui, où je suis rendu financièrement, c'est définitivement grâce à l'entrepreneuriat. OK? Pour moi. Ouais. Est-ce que en tant que salarié, je vais rester dans une institution financière? Je pense que j'aurais quand même un certain capital à l'effet d'investir correctement, mais assurément pas autant qu'aujourd'hui, en effet. C'est intéressant ça. Ouais. Moi, 100% l'entrepreneuriat. Moi, je pense que c'est... Fiscalement parlant, on le savait, le Canada, c'est très
bien fait pour les entrepreneurs. Donc, au niveau de tout ce que tu peux déduire, des tranches, justement, de déduction sur le profit que tu génères, c'est très bien fait, que ce soit au niveau de ton essence, de ton véhicule, que tu as utilisé un abonnement de ceci, cela, un ordinateur, une télé. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux déduire. Donc, ça vaut quand même la peine. Mais il y a beaucoup de facettes. Hein? J'ai parlé de l'aspect émotionnel. Là. Ça, c'est important, d'être bien accompagné. Tu parlais tantôt, que ce soit un firme d'avocat, tu es comptable, tu peux pas tout savoir, tu peux pas être bon dans tout. Non. Alors, il faut que tu sois bien accompagné parce que sinon, c'est beaucoup de choses. Ouais. Puis, comme je disais, c'est surtout je pense, le mental qui à la fin, c'est con, mais je disais à ma blonde la fois passée, tu le sais, tu as déjà vu mon portefeuille plein de fois. Mm-hmm. J'en ai de l'argent, là. J'en ai plus que je ne pourrais imaginer, tu sais, que je m'étais dit dans ma vie. Mais j'ai encore, je le disais à mon premier podcast avec Véronique, j'ai encore l'aspect de courir après ma queue, comme si là, je travaille comme un acharné, comme si j'avais rien, puis j'étais comme, OK. En fait, je disais à ma blonde, c'est comme si j'avais 20 ans et je devais grinder pour faire mon premier 100 000. Quand je suis comme, non, c'est bon, t'en as plein. Mais c'est bon, tu fais ça. Est-ce que parce que, je comprends à moi, parce qu'on se ressemble à ce niveau-là, moi, je me mets des targets d'objectifs. Par exemple, à 50 ans, il fallait que j'aille tant en placement. Là, j'ai un objectif. À 55 ans, il faut que j'aille tant. Puis là, ça me fait faire, comme tu viens de dire, là, je pourrais moins travailler, mais j'ai comme... Des fois, je me demande, bon, je suis bien fait, je suis correct, c'est... Je sais pas. Moi, c'est l'anxiété financière. OK. Toi, c'est vraiment... OK. Ouais. De pas avoir... quand j'étais à l'époque, mettons chez Randstad, quand tout allait bien, j'étais beaucoup plus stressé que quand tout allait mal. Mettons, on n'arrivait pas à faire des placements ou l'économie était plus difficile. J'étais comme, bon, bah ouais, ça fait Quand tout allait bien, j'avais peur que ça s'arrête. Je me disais, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et là, c'est un peu la même chose. Là, c'est comme les rendements des dernières années. On se voit là... Tu sais, je fais beaucoup d'argent. Tu sais, actuellement, je dois faire du 15-20 000 par mois net depuis les 3-4 dernières années. Et des fois, à chaque fois, je dis, je vais perdre une source de revenus, ou je vais perdre ceci, ou qu'est-ce qui se passe? Bah, ça s'arrête pas, ça continue. Tu sais, j'ai toujours un projet qui arrive, puis qui est payant. Mais on dirait que je suis comme, oh my God. Puis tu sais, souvent, je regarde des reels sur Instagram, ou peu importe, où je vois des personnes qui sont plus pauvres, où je vois des personnes qui en arrachent. La fois passée, c'était ça, le reel, c'était que la petite fille, elle était à l'arrêt de bus, puis elle bougeait ses pieds, parce qu'elle avait juste des petits souliers. Puis que la personne, elle dit, j'ai appelé l'école, puis j'ai dit cette petite fille parce qu'elle savait qui c'était. Puis elle lui a acheté des bottes, puis elle dit le lendemain, ou peu importe, le surlendemain, elle est revenue, puis la petite fille, elle bougeait plus ses pieds parce qu'elle avait froid, parce qu'elle avait des bottes. Et des fois, je me dis, man, je suis assis sur une montagne d'argent. Des fois, je me sens mal, parce que je me dis, moi, je donne très peu. Mettons, j'ai payé un voyage à ma mère, ce genre de truc-là, mais je suis pas quelqu'un qui va donner, la fois passée, c'est 10 balles. J'étais au dépanneur, il y avait 2 petits enfants qui voulaient quelque chose, puis ils avaient pas d'argent, puis j'ai dit à Saint-Amable, au couche-tard, je leur ai payé ça, 10 pièces. Ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de move-là, mais je suis pas quelqu'un, déjà... je suis comme toi un petit peu. J'ai pas confiance aux institutions, il y a beaucoup de choses où j'ai pas confiance, je me dis, est-ce que l'argent, il va vraiment? Puis j'ai un groupe aussi Facebook qui s'appelle Le Coin, c'est Idée de lunch froid, ça fait avec Le Coin Famille. Excusez-moi. Et il y en a beaucoup qui écrivent, puis maintenant on les refuse là, parce qu'il y en a trop. Puis il me reste juste $30 pour finir le mois. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? J'ai 2 enfants. Puis des fois je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des gens qui ont fait des mauvais choix? C'est pas à moi de juger, mais tu as raison de poser cette question-là. Des fois tu te demandes, est-ce que j'aide vraiment la personne? Puis tu sais, moi je suis un peu comme toi aussi, Simon. Avec le temps, je me suis établi plusieurs sources de revenus. J'ai mon travail comme conseiller. J'ai investi, moi, dans une petite PME avec le garçon de mon associé. J'ai également mis des sous dans un placement privé qui va me rapporter. Puis j'ai mon travail. Puis j'ai mon portefeuille de placement. Fait que là, j'ai plusieurs sources qui génèrent, c'est ça. Puis j'ai pas un coût de vie élevé. Moi, ma conjointe, on s'est jamais privé. Alors, un peu comme toi. Le matin, à soir, on va manger au restaurant, on regarde pas comment ça coûte. Mais on fait pas de folerie. On n'est pas des gens faut absolument qu'on fasse 3 voyages par année qui vont nous coûter 40 000. Non, on n'est pas de ce style-là, mais on se prive pas. Puis nos enfants, ils ont toujours eu tout, mais sans être extravagants. Je comprends.
Ouais. Le véhicule de l'année ou non, c'est pas dans notre c'est la dernière folie qu'on a fait. On s'est fait bâtir une maison. Ouais. Mais c'est une folie. C'est pas nécessairement une folie parce que là, les 2 enfants sont pratiquement plus à la maison. Notre maison n'était plus adéquate pour nos besoins. Alors, là, elle est vendue, là? Elle est vendue, on l'a aménagée en décembre, la nouvelle maison et tout ça. Oui, que je passe. Oui, je pense voir ça, là. Ouais. On switch de sujet. Je veux qu'on parle des REER. Oh, les REER. Avant de commencer par les REER, je veux juste qu'on mette la table. Bon, t'es conseiller en t'es conseiller en sécurité financière. Tu veux passer aussi ton truc de planificateur financier. Donc, faut bien comprendre une chose. REER, CELI, etc., REEE, ce sont des enveloppes qui ont des avantages fiscaux ou des désavantages fiscaux, peu importe. Donc, parce que la question que j'ai régulièrement, c'est comment ça, toi, tu fais du 10-12% dans ton CELI, puis moi, je fais du 0,5. On m'avait dit que le CELI, c'était juste 1%. En fait, dans cette enveloppe-là, ça dépend ce que je mets dedans. Tout à fait. Si dans mon CELI, je décide de mettre donc je suis sur RBC, excusez-moi, tu peux ouvrir ton CELI de ton compte de banque. Oui, c'est ça. J'ouvre un CELI sur RBC, puis je fais un virement de mon compte épargne, mon compte chèque à mon CELI. Puis si je le laisse là, je place $1,000. Ton $1,000 va rester là. Sans pinceau. Par contre, avec ce $1,000-là, qui est dans l'enveloppe CELI, je pourrais acheter des actions, donc des compagnies. Je pourrais acheter des fonds, donc des regroupements de compagnies. Je pourrais acheter des obligations, qui sont des prêts de compagnie. Je pourrais acheter du Bitcoin, parce qu'il y a des fonds qui suivent le Bitcoin. Donc, je pourrais acheter pas mal de choses. Du FNB, les fonds négociés en bourse, tout ça. Ouais. Et le CELI, l'avantage qu'il te donne, c'est que tu ne paieras pas d'impôt à sa sortie. Donc, ton argent que tu places a déjà été imposé, mais à la fin, quand tu le sors, tout ton rendement, les dividendes ne seront pas imposés. Et ce sera jamais imposé parce qu'il y en a plein qui me disent « Oui, mais non, ça va toujours être imposé, le gouvernement va toujours venir te chercher. » Non. Actuellement, on est le 14 février, joyeux Saint-Valentin. Oui, toi aussi. On peut mettre 102 000 si on a eu 18 ans en 2009. Oui. Donc, on a une limite de 102 000. Par contre, vu qu'on a généré du rendement, etc., moi, personnellement, j'ai 165 dans mon CELI. Plus que moi. Moi, j'ai proche de 160. OK. Peut-être que j'ai fait peut-être des meilleurs choix d'investissement que moi. Ouais. Par contre, l'autre chose, on a le REER. Peux-tu nous parler un petit peu du REER, ce qui est différent du CELI, Jim? En effet. Le REER, je pense que est le produit le plus connu qu'on entend parler, surtout ces temps-ci. Hein, malheureusement, je te dirais, Simon, c'est plate parce que on fait beaucoup de promotion du REER en début d'année, de janvier jusqu'à la fin février ou cette année, début mars, parce qu'on a le droit de... Le 3 mars cette année, en effet, parce qu'on a le droit de cotiser en REER jusqu'au 3 mars et pouvoir le déduire dans notre déclaration fiscale qu'on va faire en 2024. Pour de 2024. Alors, le REER, principalement, on sait, régime enregistré d'épargne retraite. Et CELI, c'était le compte d'épargne libre d'impôt. Merci de le mentionner, Jim. Tout à fait. Alors, c'est sûr que le gouvernement a créé ce compte-là. Son premier objectif, c'était de dire nos chers épargnants canadiens ne mettent pas de sous de côté pour leur retraite. Les chers épargnants canadiens se fient trop peut-être au fonds de pension. Pendant que tu parles, Ginny, oui. Je suis sur mon ordinateur, je vais aller regarder la date de création du REER. Oui. Je sais pas. Les 70-80? Je vais regarder. Peut-être un peu même plus loin, oui. Alors, je continue l'explication. Et surtout qu'aujourd'hui, en 2025, des fonds de pension, il y en a de moins en moins. Vas-y donc. 1957, hein? OK, je pensais que ce serait plus 65, 70, moi aussi. Moi aussi, j'étais... Ah, OK, écoute, tu vois, on en apprend tous ensemble. Tous les jours. Ça nous servira pas, mais... Ouais, non, mais au moins, on le sait. Alors, l'objectif, en effet, c'était pour la retraite. Grosso modo, l'important, souvent, j'explique à mes clients, le gouvernement a dit, vous allez avoir le droit de cotiser à vos REER 18 de votre salaire. OK? Et ça, je me plais à dire que le 18 du salaire n'a pas été lancé dans les airs comme ça. Ah bon? OK. Non, le gouvernement a dit, bon, quelqu'un qui veut bien bâtir son fonds de retraite, s'il économise 18 de son salaire, année après année. Alors, c'est pour ça, souvent, on dit combien d'argent je devrais mettre de côté. Tu sais, souvent, on est sur une règle entre 15 et 20 de notre salaire. L'objectif est pour ça. En mettant de l'argent de côté entre 15 et 20 de notre salaire brut, on est capable de se construire un bassin qui va nous servir à la retraite. OK.
Qu'est-ce qui est beau du REER? Alors, on met les sous de côté. Puis ils mettent aussi, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une limite aussi monétaire. Donc, admettons, tu fais 1 million, je pense que tu peux mettre ces 27 000, 30 000, ça change. 30 à 31 000, quelque chose, ouais, tout à fait. Oui, c'est capé, en effet, pour les gens à des revenus plus élevés. Ouais. Sinon, c'est 18%. Là. Oui, en plein, ça dure pour notre salaire. Genre, même si tu fais 100 000 puis tu dis, je vais mettre 31 000, cette année, tu pourras pas. C'est 18%. Ben non, ça peut. Si tu fais 100 000, c'est 18 000 maximum. En effet, tout à fait, oui, c'est ce qu'on voulait dire. Et qu'est-ce qui est intéressant? Souvent, on dit, qu'est-ce que j'entends souvent de mes clients? Je sais pas, moi, je gagne juste 40 000, ça vaut pas la peine de cotiser au REER. Parce que quand on cotise au REER, on a une déduction, on a un retour d'impôt, parce qu'on réduit notre salaire, qu'on a payé d'impôt pendant Expliquons-le. Expliquons-le. On fait un petit exemple. Ouais. Mettons que on va essayer de faire des chiffrons. J'ai quelqu'un qui gagne 50 000 par année. OK? Alors, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, sur sa paye, il va avoir de l'impôt fédéral, de l'impôt provincial qui est enlevé. Que le gouvernement s'est setupé comme ça, on enlève l'impôt à la source, notre type de paye, année par année, toute l'année. À la fin de l'année, quand tu fais ta cotisation REER, exemple, tu mets 10 000 $ de REER. Alors, on vient de tomber un salaire, au lieu d'être 50, à 40. Ouais. Alors là, quand tu fais ta déclaration fiscale, tu dis au gouvernement, non, c'est pas vrai, j'ai gagné 50, j'ai gagné 40. Fait que là, on fait les calculs au taux d'impôt marginal. 50 000, c'est à peu près 25-30 %. Puis on vient dire, ben là, Simon, tu as payé de l'impôt sur 50, mais tu en gagnes 40. Alors, le surplus d'impôt que tu as tout payé, on te le rembourse. C'est de façon simple pour que les gens comprennent. C'est ça l'objectif. Puis, tu paieras de l'impôt quand même, mais plus tard quand tu le sortiras. À ton retrait. Puis c'est pour ça que c'est important de parler de CELI, REER et tout, parce que mettons, je prends 65 ans, tu décides de sortir une partie de tes REER. Tu as aussi l'aide gouvernementale, donc les régies des rentes. Ouais. Et tu as ton CELI. Donc, admettons, je dis n'importe quoi, on se projette pas là, mais tu as besoin de 40 000 pour vivre par année. Le gouvernement t'en donne 15, mettons, OK. Et toi, tu te sors aussi un 15 000 de ton CELI. OK, donc on a rendu à 30. Ouais. J'avais dit quoi, 40? Et là, Kevin CELI, libre d'impôt. Et net, là, pour faire attention, si on a de la misère entre le brut, le net, le CELI, tu as raison, Simon, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est net, là. T'as pas, le gouvernement. Quand ton retrait de REER, c'est comme un salaire. Ouais. C'est brut. Tu vas payer de l'impôt. Sauf que là, on se dit, j'ai 40 000. Ouais, là, près. Donc, je me sors, j'ai 15 000 du gouvernement que je vais payer. À peu près, ouais. Je me sors un 15 000 de mon CELI, ou on va dire un 10 000, puis le reste, c'est mon REER, donc je me sors un autre 15 000 de REER. Même si j'ai 500 000 dans mes REER, je me sors juste 15 000. Ben, donc, aux yeux du gouvernement, mon salaire annuel va avoir été de 15 000. Oui, plus la régie des rentes. Ouais, raison. Donc, il va quasiment pas d'impôt. Tu as tout à fait raison. Alors que maintenant, actuellement, si tu gagnes 60, 70, 80, 100 000, peu importe, dès que tu enlèves dans ton REER, ça va te diminuer quand même une bonne partie de ton impôt que tu vas sortir plus tard. Et pendant que tu vas placer ton REER, c'est aussi une enveloppe, donc je pourrais le placer dans des obligations, dans des tours, dans des facteurs. Ça va me générer du rendement. Il faut le faire. Faut faire ça. Tu vas générer du rendement. Donc, c'est aussi un très bel outil parce qu'il y en a beaucoup qui disent, c'est de n'importe quoi, que je le paye là ou plus tard, je vais le payer mon impôt. Oui, mais non. Non, mais. Si tu as un bon plan de décaissement, puis si tu as un bon portefeuille, tu vas en payer beaucoup moins et tu vas générer du rendement. C'est sûr que souvent c'est plate, là, l'impôt et la mort, c'est deux choses que on ne pourra pas passer à côté. Sauf que l'impôt, de pouvoir reporter de l'impôt dans le futur, c'est sûr que c'est des gains, là. C'est mathématique, c'est intelligent. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils me demandent? Parce que depuis que le CELI est en vigueur, beaucoup de gens qui nous demandent la question, tu dois l'entendre souvent, donc tu mieux cotiser à mon CELI, à mon REER. Il y a un CELIAP. Puis là, il y a CELIAP, en effet. Il faut nos jeunes. Pas juste nos jeunes, là, mais moi, par instinct, tous mes nouveaux clients jeunes, je leur ouvre tout un CELIAP. Ouais, ça, tout à fait. C'est tellement bon, c'est le mix. C'est un mix des deux. Ouais. Tout à fait. Puis tu sais, le CELIAP, tu peux cotiser le jeune. Tu n'es pas obligé de l'éduquer tout de suite, là. C'est un petit salaire de l'étudiant quand tu vas commencer. On va le garder pour quand tu vas commencer. Alors, souvent, moi, leur explication, CELI versus REER, je vais avec 3 braquettes. Moi, je leur dis aux gens,
c'est à peu près, là, c'est pas empirique. Regarde, Quelqu'un qui gagne... est-ce que je vais couper ce clip-là? Je vais... Parle lui au gars là, qui demande CELI. Là, écoutez-moi. Là, quelqu'un qui gagne 50 000 et moins, en effet, cotiser à son CELI, c'est peut-être plus avantageux. OK? La braquette de 50 000 à 80 000, définitivement, cotisant son REER, c'est avantageux. Et les gens qui gagnent 80 000 et plus, c'est même, ça se pose pas comme question, cotiser à votre REER. C'était comme ça, je dirais. C'était 60, à l'époque, là, ça a dû changer 78 000 et quelques, où est-ce qu'il disait plus, go. Ouais, Très possible. C'était en 2020, par contre, donc ce chiffre a probablement changé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, Simon? Le REER a beaucoup évolué avec le temps. Au début, c'était vraiment juste pour la retraite. Mais là, aujourd'hui, il faut utiliser le RAP. Alors, pour acheter une maison. Moi, j'ai dit le RAP, je peux dire. Le régime d'accession à la propriété. Hein, on est rendu maintenant à 60 000 par personne. OK. Ça a passé de 35 000 à 60 000. Il y a des gens qui veulent retourner aux études, au régime là, d'éducation. Alors, on peut utiliser notre REER. Comme le RAP, on s'emprunte de l'argent dans notre REER pour retourner, pour payer, on peut aller jusqu'à 10 000 $ pour payer un retour aux études. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Ça, non, mais c'est peu connu. OK, ouais, tu vois, j'ai parlé. Moi, j'ai un client qui utilisait ça. Alors, il a emprunté 10 000 $ sur son REER pour finaliser des études de deuxième cycle. C'est intéressant. Puis c'est comme le RAP, ça te rembourse. Rembourse finalement. Ouais, sans intérêt. En plein ça, la même chose. En fait, tu autofinances. Ouais, au lieu de 15 ans, je pense que c'est sur 10 ans, par contre, le remboursement. Parce que le RAP, où tu te autofinances, tu te rembourses pendant 15 ans. Fait que, il y a eu du travail en entour du REER qui est intéressant, qui est pas juste pour la retraite. Je fais du pouce sur ce que tu dis. C'est comme le REEE, le régime d'épargne études, régime enregistré d'épargne études, où est-ce qu'avant, c'était très dans un petit carcan, tu pouvais pas sortir. Et maintenant, ils ont vraiment agrandi aussi les règles du REE. Pareil, on fera un autre épisode là-dessus, bien entendu, parce que je veux vraiment qu'on parle du REER. J'ai beaucoup aimé les braquettes que tu as dit. C'est vraiment... Puis c'est autre chose aussi, quand on cotise le REER, qu'est-ce qu'on pense pas? Surtout nos jeunes familles, ça nous permet de réduire le salaire familial les déductions et d'avoir le droit au crédit. Crédit d'impôt TPS TVQ, crédit d'impôt solidarité, les allocations familiales. Ça fait... allocations familiales. Alors, tout ça, ces crédits-là, c'est le calcul gouvernemental est fait sur le salaire familial d'une petite famille. Alors, tu réduis ton salaire familial. Je sais pas les braquettes par cœur, mais ça vient aussi un aspect important à calculer. C'est ça qui est, tu sais, Pierre-Yves Maxwin, il avait parlé de l'héritage de Justin Trudeau, puis il disait un petit peu qu'il avait fait des bonnes mesures, mais qu'il y avait aussi des mesures que justement quelqu'un qui a une Inc, mettons je prends moi j'ai aucun salaire dans la vie, j'ai pas de salaire, donc je pourrais m'en tirer avec c'est pas vrai, je me verse un salaire avec l'Académie Connexion, mais sinon les autres c'est dans ma Inc. Okay. Donc je me déduis certaines dépenses, le gaz, des trucs que j'ai besoin. Vu que mon bureau est à la maison, j'ai déduit du hydro, Vidéotron, l'intérêt sur mon hypothèque. Mon hypothèque est une partie de la maison de ton bureau que tu peux déduire. Exactement, moi c'est 16,4% mon bureau de la maison. Donc je m'enlève 16,4%. Bref. Tout ça a été fait avec comptable fiscaliste. J'ai pas improvisé. Je le savais, mais je voulais aussi avoir le PRF. Excellent, ce Simon. Ouais. Puis merci Reggie. Et puis et c'est ça qui est intéressant. Mais aux yeux du gouvernement, cette année, je vais avoir gagné peut-être 20 000, 25 000, parce que je me suis rien pris. Je me suis sorti un peu de dividendes, je sais plus combien, mais aux yeux du gouvernement, il n'y en a aucune idée. C'est notre ami Pierre-Yves Maxwin dans son livre là, qui parle de ça. Là. Alors tu peux avoir des gens qui ont des valeurs nettes très élevées. Tu peux avoir 1 million. Tu peux avoir 1 million de valeurs nettes, mais très peu de salaire, qui fait en sorte que tu as tous les crédits, puis tu es considéré comme une personne à bas revenu, même si tu as une valeur nette de... Ouais. Moi, il y a un truc que je reproche aux conseillers financiers. Il y a beaucoup de conseillers financiers, et il y en a d'autres qui disent l'inverse, qui disent que dans ton CELI, vu que c'est compte d'épargne libre d'impôt, investis pour le court terme, et ton REER, c'est le long terme. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une bonne... Je te dirais, pour moi, là, je parle pour moi, puis là, ça va dépendre des types de clients, de la personne que j'ai devant moi, mais pour moi, le CELI, pour moi, là, c'est un outil complémentaire à mon REER, à ma retraite, qui va être très, très, très important. Il va vraiment être utilisé de façon stratégique
au niveau de mon décaissement. Oui, tout à fait. Bien sûr. Pour des gens, là, c'est ça. Mais peut-être pour des gens, souvent, on entend souvent CELI, ça peut être un compte de fonds d'urgence. Moi, je suis moins winner pour ça, parce que... À moins que tu aies beaucoup de place dans ton CELI, OK, tu as beaucoup de place dans ton CELI, puis tu dis, mon fonds d'urgence, je vais le placer là-dedans, fine. Je suis OK, parce que sinon, si tu le places dans quelque chose, puis tu en as besoin dans 5 ans. Mais le CELI, pour moi, c'était une arme de destruction massive. Excusez-moi encore une fois, ma petite toux. Pour qu'il te sauve de l'impôt. Qu'est-ce qui est important dans l'investissement? C'est le temps. Le facteur temps, l'intérêt composé, c'est énorme. Donc, mets ton CELI le plus que tu peux, le plus jeune. Puis c'est pour ça, souvent, les gens me demandent, CELI, REER, tu l'as très bien répondu, j'adore ça. Puis moi, souvent, ce que je demande aux gens, moi, j'ai pas tout de suite placé dans mon REER parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais faire des gros salaires. Je l'ai toujours su, je sais pas comment, mais je l'ai toujours su. Donc, c'est une stratégie, tu savais. En 2020, moi, j'ai mis dans mon CELI. Puis en 2022, je pense que j'ai mis quelque chose comme 60 000 dans mon CELI en une année. Parce que je faisais tellement d'argent que je me suis dit, 2022, 2023, en tout cas, peu importe, où je me suis dit, là, je vais me faire éclater en impôts. Donc là, j'ai mis tout ce que je gagnais, je me payais mes dépenses, puis le reste, je plaçais dans mon REER. Et là, ça a été intéressant. Mais après, c'est ça que je demande souvent aux gens. Est-ce que tu penses que ton revenu va encore drastiquement augmenter dans c'est une excellente question, ouais. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prévoir. C'est pour ça, quand on me demande, il y a l'autre question aussi, je vais te demander, on place-tu la même chose dans mon CELI que dans mon REER? Mettons, je suis un investisseur autonome, est-ce qu'on place la même chose? Ben, c'est sûr que dans notre cas, nous, en tant que conseiller, on fait un profil d'investisseur par ce qu'on appelle dans notre langage par plan. Un plan, pour nous, c'est un REER, c'est un plan, un CELI, c'est un plan, un CELIAP, c'est un plan. C'est compte, finalement. Et à partir de compte, tout à fait. Et bien entendu, quand on arrive dans la question d'horizon de placement, puis j'ai un jeune, je regarde ma fille devant moi, là, qui est cliente chez moi, puis elle a ses 3 comptes. Elle a son CELI, son CELIAP, son REER. Son REER, elle n'a pratiquement pas de sous, mais son horizon de placement est de 30 ans. C'est ça. Alors, c'est sûr que le système de pointage que me donne mon profil d'investisseur me permet de jouer un peu plus agressif. Et voilà. Tandis que son CELIAP, la durée de vie d'un CELIAP est de 15 ans. Fait que, là, tu poses la question. Tu es un jeune, tu dis, bon, là, on rouvre ton CELIAP. Ah, ben, moi, je vais acheter peut-être une maison. Mon focus, c'est dans 7-8 ans. On s'ajuste. De CELI, on s'ajuste dans ces 3 différents plans qui devraient, peut-être même dans les coquilles, dans ces 3 coquilles, avoir des produits de placement souvent différents. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Donc, il y en a qui vont placer exactement la même chose dans leur REER et dans leur CELI, mais ça dépend de leur horizon de placement. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Là, on avait une question que j'ai souvent. OK. T'avais-tu des choses? Oh, vas-y. Non, toi, là, c'est bon? Tu peux me couper. On va parler du REER FTQ. OK. Il y a beaucoup de questions sur le REER FTQ. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Je vais juste donner quelques points, quelques guidelines que je vais lire parce que il y a beaucoup de choses, hein, bien entendu, quand on parle de tout ça. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La réponse est oui, non. C'est souvent ça dans notre domaine. Ouais. Mais en gros, OK. Je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients. Moi, j'ai un REER FTQ parce que à l'époque, mon employeur cotisait 2,5%. Et moi, je cotisais 2,5%. Et c'est l'époque souvent on va voir ça, où je faisais beaucoup de cash. Donc moi, je me dis, punaise. En fait, là, je fais un message à tout le monde. Vas-y, si on peut regarder la caméra. Pas juste les gens de la FTQ. Si vous avez un régime que l'employeur cotise, j'espère. Go for it. Go for it. L'employeur en cotise 3, toi, t'en mets 3, tu viens d'avoir un 3% gratuit. Fait que ça, ce soit FTQ ou un régime de REER collectif ou un régime de pension, cotisé ou un régime d'encouragement, faut dire oui à ce genre de choses-là. Parce que j'ai déjà des gens qui refusaient de cotiser parce que... 12h59. Mettons que je veux rapper mon... Ah non, c'était pas ça, 12h59. C'était où? En tout cas. Okay. Une question qui rentre live. Non, c'était jeudi 10h10. Mon travail me demande si je peux participer au régime d'épargne retraite. Moi, j'ai dit oui. Et eux, ils cotisent. Ils mettent 50% de ce qu'elles mettraient pour un max de 4%. Je dis, oui. Envoyé le truc. Oui, c'est très bien. Tu peux y aller au max. Oui, max, oui. Moi, quand j'étais dans un banquier, moi, j'ai travaillé à la BMO. La BMO cotisait. C'est sûr que je disais oui, puis je cotisais. Il fallait cotiser, là, ça, c'est l'argent. Après, tu peux choisir le fonds. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je reviens à mes FTQ, les amis. Okay. Donc, FTQ, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une économie d'impôt sur 5 000 maximum. OK? Ouais, tu peux si tu mets 20 000, tu auras pas le gros crédit d'impôt.
C'est un fonds FTQ aux racines syndicales, qu'on soit pour ou pas le syndicat, c'est correct. Quand tu regardes leur chart, là... C'est vrai que c'est ça ou... Non, ouais, je dis chart, mais c'est pas ça le bon mot. Quand tu regardes le rapport un petit peu qui t'explique le prospectus... Dans quoi qu'ils investissent. Ouais, en fait, le prospectus complet. Parfait. Ils te disent que le FTQ cherche un rendement raisonnable. Donc, il ne cherche pas à faire un rendement de fou. Tout comme un conseiller financier, moi, la phrase que je suis plus capable, c'est « Ah, mais moi, j'ai battu le marché, mon conseiller n'a pas battu le marché. » Oui, peut-être, mais le conseiller, c'était pas son but de battre le marché. Donc, dépendamment pour chacun. Donc, ça, c'est une des deux choses. Donc, rendement raisonnable, ne pas chercher à battre le S&P 500 sur le Nasdaq. Et deuxième chose, ils te disent que c'est pour participer à la création et au maintien de l'emploi et pour améliorer la situation des travailleurs du Québec. C'est un copier-coller que j'ai fait, hein, donc c'est pas, je fais pas une restructuration de la phrase, c'est ça qui est écrit. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est très très difficile de débarquer. Un peu la même chose si tu as une blessure, il y a des critères. Il y a des critères. Savoir des sous, les retirer, c'est difficile. C'est très difficile. Ouais. Il y a vraiment, c'est pas une liste de 5 choses là, c'est des listes et c'est des ou. Parce que l'objet, comme le REER, mais le REER, tu peux le retirer quand tu veux. Ouais. Ça, c'est vraiment fait pour la retraite. Ça, c'est un gros mythe aussi sur le REER que les gens disent, ouais, mais le REER, dès que je place, je peux pas le retirer. Non. Pas totalement faux. Oui, c'est ça. Je dis à ma mère, là, faut passer. Parce que je dis, est-ce que les gens savent pas laisser les REER? Puis ma mère me dit, oui, les REER, tu peux pas le retirer avant la retraite. Je dis, bon, pas du tout. Si je veux le retirer demain, je vais être imposé. D'avoir rajouté sur ton salaire, mais tandis que REER-TQ, c'est vraiment plus difficile. C'est vraiment fait pour la retraite. Puis, sur le retirer, il faut être des bonnes... Et c'est ça. Donc, c'est difficile à débarquer. C'est cet achat-là, donc, comme tu l'as dit, c'était exactement, c'est fait pour la retraite. Et donc, la retraite qui a été définie par le FTQ. Oui, c'est ça. Hein. Et est-ce que tu savais que si tu continues à travailler à temps partiel, tu n'as pas le droit de retirer ton FTQ? Ça veut dire, et eux, je pense que l'âge de retraite, c'est vraiment 65 ans. Exactement. Et si à 65 ans, tu continues de travailler à temps partiel, tu peux pas tout reprendre. Mais mettons à 55 ans, tu te dis, mettons toi, 50 et quelques, tu dirais, moi, je vais prendre la retraite FTQ pour combler. Non. Tu peux pas. C'est un bon point, ça. Il y a une liste d'exceptions, j'ai mis longue comme le bras. Okay. Dans quoi FTQ est investi? Alors, le prix est modifié 2 fois par année. Donc, c'est pas comme le S&P 500 où c'est transigé. Juin et décembre. Exactement. Juin et décembre, 2 fois par année. Et donc, comme j'ai dit, 50% de ça, donc là, on parle des charts et du prospectus, est investi dans des compagnies privées québécoises. Ces compagnies sont évaluées par les experts FTQ. Okay. Donc, à savoir si l'évaluation est bonne. Le reste est sur le marché boursier, les obligations et les devises. Okay. Le reste du 50%. Okay. Les frais de gestion sont de 1,5%. C'est pas mal. Ouais. Mais qui sont quand même élevés versus... Tout à fait, ouais. Le remboursement de 30%. Alors là, de ce que je me suis renseigné sur différentes pages, c'est que c'est le politique qui octroie ça pour qu'on investisse au Québec. Et vu qu'on ne peut pas sortir cet argent-là, eux sont quasiment garantis de faire des rendements parce que les politiques sont contents parce qu'on stimule l'économie du Québec. Donc, sont, comme je dis, presque sûrs à faire de l'argent. Est-ce que j'avais d'autres choses sur le FTQ? Bon, oui, j'avais d'autres choses pour terminer. Quand tu investis 5 000 $ dans un REER FTQ, voici les retours fiscaux. J'avais fait juste un petit exemple afin que les gens ils puissent mettre plus un chiffre. Mm-hmm. Déduction fiscale classique. Donc, on parlait du REER normal. Mon revenu imposable donc, est réduit de 5 000. Donc, si mon taux d'imposition était de 40%, ça veut dire que je vais payer 2 000 $ d'impôts en moins. Ça, c'est un REER normal. OK? Crédit d'impôt FTQ, c'est que en plus, je vais recevoir un crédit d'impôt de 30% sur mon 5 000. Donc, c'est-à-dire que je vais recevoir en plus un 1 500 $ supplémentaire en plus de mon 2 000, ce qui me donnerait un 3 500. Donc, j'aurai un 3 500 de retour d'impôt versus le 5 000 du REER FTQ. Voilà. C'est pas mal ça, en gros. Là, j'ai d'autres petites notes. Mais si vous avez plus de questions, j'en ferai un plus long sur là-dessus. La question souvent qui est posée, est-ce que c'est bon? Est-ce que dans une bonne diversification de portefeuille, est-ce que c'est intéressant de mettre ça? En effet, encore là, c'est du cas par cas.
Cotise, je pense. Oui, oui. Ça, Simon, je suis d'accord. Si ton employeur cotise, faut que tu cotises, puis ça, c'est intéressant, en effet. Puis, j'aime ce que tu dis, c'est que, justement, le FTQ, c'en est où dans ton plan d'investissement, dans ton plan de retraite? C'est ça que c'est intéressant, parce que ça peut être bon si tu dis, moi, ma retraite, c'est à 65 ans. Ouais. Bon, FTQ peut être intéressant. Les rendements sont pas énormes. Très souvent, ce qu'on entend, que des gens font comme stratégie, c'est d'investir dans ton REER FTQ, mais quand tu es proche de la retraite. Ah ouais, OK. Oui, pourquoi? Parce que, un, tu as ton crédit. Deux, tu vas pouvoir le décaisser rapidement, fait que ton argent n'est pas gelé pendant un bon petit bout. Tu profites. Oui. Toi, les dernières années de travail, souvent, on a des recommandations qui peuvent être intéressantes. C'est pas con. Et la troisième chose que je voulais qu'on discute, on avait fini pour le REER. Ouais, parfait. Des questions, je n'y vais pas, ouais. Je voulais qu'on parle vraiment des conseillers financiers. Donc moi, je ne suis pas conseiller financier. J'ai passé mes cours comme courtier valeur mobilière. Oui, tu as fait tes cours. Par contre, je pouvais pas les finaliser, puis c'est ça que je te disais juste avant le podcast, parce que faut travailler là-dedans. Et on en parlait juste avant. Faut faire un stage officiel. Et en fait, faut que tu fasses des stages après tout le temps. Tout le temps. Tu as ce qu'on appelle des UFC, des unités de formation. Ouais. Continue toujours tout à fait. Puis c'est pas là-dedans que je veux m'en aller. Ouais. Puis si je fais ça seulement du temps partiel, j'aurai jamais assez de clients pour me permettre de, à un moment donné, faut faire des choix. Faut faire des choix. Moi, je suis tellement d'un projet à l'autre, c'est le truc de piscine et le gym et tout, comme consultant, que je peux pas être encarcané là-dedans. Il y a un truc, par contre, puis je sais que je peux le dire avec toi parce que tu es un bon conseiller en sécurité financière, mais dans mes cours, en tant que courtier, je vais te lire un petit peu la chose qui m'avait frappé. OK, vas-y. Dans la règle de base pour les conseillers, donc courtier en valeur mobilière, conseiller en sécurité financière, etc., planificateur financier, la règle de base, c'est bien connaître son client. Oui. C'est cette phrase, puis toi, tu les as passées, ça fait 1 an, donc c'est encore frais dans ta tête. C'est un des 3 principes fondamentaux. Et moi, je suis resté choqué parce que la majorité des gens que je récupère sur mes pages, la majorité des gens qui font des consultations avec moi, c'est qu'ils sont pas satisfaits parce que, tu l'as dit tantôt, avant, je pense qu'on n'était pas dans le podcast, où tu disais tout ce qui est la paperasse à faire. Mais c'est quand même assez lourd. C'est lourd. Donc, c'est sûr que, évidemment, t'es en business, t'es entrepreneur, parce que souvent, sont entrepreneurs, les conseillers des financières. Mais ceux qui sont autonomes, il y en a qui sont rattachés aux institutions financières, mais comme moi, puis il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, t'es autonome. En effet, t'es un travailleur autonome. Donc, ton but, c'est quand même de vivre de ça. Oui, définitivement. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas les blâmer. Mais si un client vient me voir puis dit, moi, je vais mettre $200 par année, versus tu vas travailler un peu la même chose parce que tu vas devoir avec les mêmes procédures souvent, avec un client qui lui te dit, moi, je vais placer 20 000 par année. Tu as raison, évidemment. J'ai fait le podcast des 2 fiscalistes en podcast avec Ray. Que tu places 200 ou 20 000, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même mécanique. C'est le connaître ton client, profil d'investisseur, fiche client. C'est le même travail. C'est ça. Et le gars, sur le podcast, il disait, nous, on lui fait du placement de portefeuille, etc. Puis ils ont ça. Puis Reggie lui demande, puis ça prend combien pour investir avec vous? Puis le gars, il dit, nous, c'est des ménages, c'est minimum 1 million en liquidité. Ouais. C'est 1 million en liquidité. Donc, c'est-à-dire que ta valeur de la maison ne compte pas. Si t'as une voiture de luxe que t'as payée, elle ne compte pas. Si t'as des trucs, ça compte pas. C'est en liquidité. Donc, dans tes comptes. Donc, à un moment donné, je peux comprendre qu'il y a certains, comme les CFA que j'avais reçus à l'époque, c'était 250 000 minimum. Là, c'est sûr que tu as du très bon service et tout, mais dans les 3 principes, donc c'était bien resté de bien connaître son client. Et c'est pour ça que je me suis dit, les conseillers, il leur est imposé de connaître ces choses sur leurs clients. Je vous les cite. Les détails de leur situation financière, les détails de leur situation personnelle, les connaissances en placement, les besoins et les objectifs de placement, le profil de risque, son horizon de placement. Ce n'est pas tout. Dans la nouvelle réforme, le conseiller doit passer en revue les renseignements de chaque client aux 36 mois et effectuer un suivi annuel. Est-ce votre cas? Donc voilà. C'est la question? Mic drop. Non, mais Non, t'as raison. Mais t'as tout à fait raison. C'est quand même... C'est correct. Tu sais, fondamentalement, on a eu des fraudes dans le passé, il faut la sécurité de plus en plus, mais c'est quand même lourd. Puis, t'as raison. Et ça, c'est un peu plate parce que
souvent, les gens, je pense, qui ont besoin de plus d'accompagnement, c'est peut-être des gens qui ont un petit peu moins de capitaux. Ouais. Puis ces gens-là auraient besoin d'accompagnement. Puis c'est souvent des gens qui sont délaissés. Parce que Combien de messages que j'ai eu de dire j'ai approché mon conseiller, il m'a dit qu'il pouvait pas me prendre. Ouais, c'est triste. Et c'est pour ça que... Toi, t'es là. Oui, et voilà, tu as tout compris. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et je te dirais, 60 à 70% de mon portefeuille client, c'est des gens de 25 ans et moins. Mes 2 enfants étant mes 2 premiers clients, des amis de mes enfants et tout ça. Est-ce que ça me rapporte beaucoup? Pour être franc, non. Je travaille sur le long terme, alors je me dis ces gens-là vont grandir avec moi. Mais je pense que d'avoir un accompagnement tôt dans leur vie, c'est important. Puis il n'y a pas une tonne de conseillers qui veulent faire ça. On écoute des podcasts, on entend, c'est des gens qui veulent avoir des portefeuilles de 2, 3, 400 000. Puis je peux pas les non, non plus du tout. C'est pas une attaque de jeune. Non, c'est un constat que tu fais. C'est vrai. Vas-y. Oui, vas-y, en plein ça. Évidemment. Et quand tu embarques aussi dans une structure où tu as des frais fixes, tu as une équipe, tu as une adjointe, moi, c'est pas mon cas. J'ai quand même des frais fixes assez corrects. J'ai pas d'adjointe. J'ai décidé de construire mon portefeuille tranquillement, de pas avoir 300 clients, de en vivre correctement, mais j'en vivrai pas. C'est pas avec ça que... Tu feras pas 1 million par... Non, c'est ça. C'est en plein ça, mais moi, je suis rendu là dans ma vie. Fait que, bon conseiller, sais-tu, savoir une vraie question, un bon conseiller, peux-tu faire beaucoup d'argent par année ou justement, plus tu augmentes de volume, plus tu dois payer des adjoints, des avocats, des trucs, des bureaux, des assurances, donc... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu faisais. C'est sûr que rendu à une étape où tu as beaucoup de clients ou un actif de gestion assez important, tu peux pas tout faire toute seule. Alors, tu commences à engager une équipe puis la structurer. Ça peut bien gagner sa vie définitivement. Ça travaille très fort, les conseillers. Mais tu peux très bien gagner ta vie à partir d'un certain niveau. Mais ça prend du temps, hein? Parce que souvent, on nous vend conseiller, vous allez voir, avant, après moi, tu vois, c'est ma première année, là, je suis à perte, là. Je regarde mes revenus, mes dépenses, je suis à perte. Ah ouais? Oui. Là, ma 2e année, c'est sûr que là, il fallait que je m'équipe, nouveau système informatique, tout ça, là. Là, ma 2e année devrait être mieux. Mon actif suggestion va augmenter et tout ça. Mais si tu questionnerais les gens en service financier avant vraiment que ce soit... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens après 2-3 ans qui débarquent. Ouais. Pas en vivre, là. Tu sais, moi, je pense qu'à l'intérieur du 4-5 ans, avant que ça commence à être intéressant, il faut pas que tu calcules tes heures, parce que tu calcules tes heures, tu commences à calculer ton taux horaire. Ouais, c'est fini. C'est fini. Fait que, tu sais, on en parlait tantôt, c'est un mode de vie, là. Tu es entrepreneur, tu es dans ton compte, tu rencontres des gens à la fin de semaine, le soir, tu bâtis ta clientèle. Mais rendu à un certain niveau, là, ça devient intéressant. Parce que tu as un portefeuille intéressant, juste le rendement de tes clients, juste ça, c'est la nouvelle argent, veux pas. Là, ça devrait mettre. Te rendre là, le step, là, 3, 4, 5 ans, il y a beaucoup qui débarquent à l'intérieur du 3 ans, là. Un peu, ça me fait penser au courtier immobilier. Oui, j'ai des similitudes. Ouais, au début, il commence, tout le monde pense que tu vas vendre des dizaines de maisons, puis au bout de quelques mois, t'es comme, OK, mais là, je paye mon permis, je paye ceci, je paye mon gaz, je travaille le soir, je travaille le week-end. C'est ça. C'est le mélange, visiter les maisons, c'est ça. Puis nous aussi, les clients. Puis c'est pour ça aussi qu'on regarde, on écoute les podcasts, tout le monde court après les entrepreneurs comme clients. Okay? Moi, j'en ai quelques-uns. Est-ce que je cours? Tu sais, Jimmy, c'est quoi ton type de clientèle? Moi, je n'ai pas. Moi, je veux travailler avec les gens qui veulent travailler avec moi, qui ont une belle chimie, que je peux aider. Puis que j'ai des jeunes, j'ai des familles, j'ai des gens de mon âge, j'ai des entrepreneurs. Moi, c'est ma façon de travailler, puisque je pense que je peux aider tout le monde. Puis, merci. C'était ça que je voulais aborder. Puis, tu sais, je travaille justement, ça me fait rire, parce que je travaille avec un entrepreneur, puis j'adore, parce qu'il me challenge. Okay. Et lui, il a décidé de travailler une partie avec moi, une partie autonome. Okay. J'adore ça. Et tu sais, moi, en tant que conseiller, là, je vous annonce qu'il y a une partie de mes capitaux que je fais de l'autogestion. Je fais avec Disney, moi, puis j'ai mon propre portefeuille, en plus de mon portefeuille de fonds. Mais tu sais, je suis pas contre ça. Quelqu'un qui aime ça comme toi, qui est passionné, qui est à son affaire, puis qui connaît un peu les règles, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Ouais. Tu sais, mais... C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Puis dans ton étape de vie, il peut arriver des événements, des fois, que tu vas avoir besoin d'un conseiller, tu sais. Et c'est justement ça. Tu sais, tantôt, on parlait d'émotions. C'est sûr que
des fois, tu peux avoir la gâchette facile. Quand ton chiffre augmente, puis tu sais, tantôt, je disais mon CELI à 165, quelque chose comme ça. Puis, quand tu le vois, puis tu te dis, tu sais, en ce moment, on magasine une voiture, OK? Je le ferai pas, là, c'est une joke que je dis. Mais je me dis, man, je pourrais peut-être mettre une bonne mise de fonds sur une sale auto quand même, là. Mais je le ferai pas. Mais il y en a d'autres, ça pourrait ça. Tu sais, quand tu passes dans... Moi, je suis quelqu'un qui est mentalement très stable. Mais il y a des gens, des fois, qui sont un peu plus... tu sais, qui parlent sur des idées. Puis, il faut que je me paye un voyage. Je veux de l'argent dans mon CELI. Je vais le vider, mon CELI. Tu sais, parce que c'est à un clic. Aujourd'hui, un clic, là. Un clic, tu fais un rachat de la messe dans ton compte, ma fumoso, là. Tu sais, t'as pas les bits. Qu'est-ce qui est important aussi, Simon? Puis tu parles d'émotion. Oui. Qu'est-ce que ça fait aussi de travailler avec un conseiller? Puis je l'ai vécu cet été. Ça fait que... Trésonne. Ben, si, là, toi, tu travailles avec moi, là, puis tu vas faire un rachat, justement, là, tu as besoin de 30 000, puis tu m'appelles. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Simon? Non, t'as le droit? Ben, j'ai le droit de poser des questions. Okay. Moi, c'est le client qui décide, mais si tu m'appelles, tu dis, Jimmy, je vais faire un rachat de 40 000 dans mon CELI, qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Simon, OK, tu un événement? C'est quoi ton projet? Tu sais, je vais faire la transaction, parce que je me dois, le client va signer, mais c'est sûr que je vais poser la question, puis je vais challenger. Tu sais, j'avais un jeune cet été, là, qui faisait des prélèvements automatiques quand même assez élevés, mais dans son CELI-app, il l'a arrêté cet été. Et quand il m'a appelé, que je pense, j'ai dit, pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as arrêté? Ben là, j'ai un accident de travail, les revenus sont diminués, je suis mis assurant. Aussitôt, je retravaille, je le repars. Parfait, fine. Mais quand tu es tout seul, comme tu dis, tu as un clic, là, il n'y a personne, tu n'as aucun rang. Faut que tu sois discipliné. Ton rachat de 40 000, il n'y a personne qui va te dire pourquoi, comment, quoi. Ça, c'est mon montant total. 64 943. Fait que oui, il faut que tu sois... Souvent, je me plais à dire, je suis conseiller financier, mais je suis conseiller émotionnel financier. Toi, tu as plus d'argent que moi, je pense, en valeur nette. Tu es plus vieux aussi. Mais est-ce que tu réalises le montant que tu as ou pas? Ben, j'ai réalisé, je vais te le montrer tantôt, en personnel, les deux. Je l'ai réalisé quand j'ai vu ma valeur de départ du 1er janvier versus 31 janvier 2004. 1er janvier 2004, 31 2024. Okay. 1er janvier 2024, 31 2024. Et là, j'ai regardé la colonne gain dans l'année, puis je me suis dit... C'est plus qu'un salaire annuel. Oui, c'est ça. Et voilà. Là, je me suis perdu, je me disais, cette année, j'aurais pu rester chez nous, puis juste retirer ce profit-là, mon gain, puis vivre correctement. Là, je me suis concentré... Tabarouette, je suis rendu là. C'est pour ça que je regarde, je me dis, 164 000, c'est quand même pas mal. L'autre, j'ai 95 000. Après, j'ai des autres RFTQ et tout. Tu sais, je vois ma fille qui a 31 700 Olivia. Mais tu sais, je me dis, c'est de l'argent quand même. Mais je le réalise pas. Même ma blonde, hein. Ma blonde le dit. Je suis curieux de voir, je sais pas si c'est les statistiques, mais des fois, oui, je pense. C'est quoi la valeur de portefeuille de placement moyen des Québécois? Tout confondu, là, réel. Tu sais, je serais curieux parce que ce serait quoi la question? Je sais pas moi, valeur des placements des Québécois, peut-être, ou valeur moyen des investissements dans placement. On va mettre canadien parce que moi je le sortirai pas. Les CFA qui étaient venus disaient que les gens entre 55 et 60 avaient entre 80 000 et 100 000 et que 80 000 étaient en REER, 20 000 étaient en CELI. La valeur moyenne totale des placements varie plusieurs facteurs. En 2016, par ménage, d'avoir moyen des placements comme les obligations d'épargne, etc., liquidité, s'élevait à 45 237 par ménage. Mettons que on est 20 plus tard. Mettons, mais là, 100 000, là. C'est pas beaucoup, Simon, là? Plus de 50% des ménages détenaient moins de 25 000 en actifs financiers. Ouais, c'est... 10%... environ 25% disposaient de plus de 100 000 en actifs financiers. 10% entre 25 et 50, 10% entre 50 et 100. Donc la majorité, on va dire le 50, 60, 70, là, c'est moins de 100 000. Si 50% des ménages détenaient moins de 25 000 en actifs financiers. Ouais. C'est pas beaucoup. Ça fait peur, en fait. Hein. Ouais. Fait que c'est pour ça que... Mais j'ai partagé une story hier, t'as-tu vu? C'est Patrémon. La nuit. OK, ça se peut. Ouais. Puis, je l'ai partagé dans c'est pour ça que mon rôle beaucoup, c'est l'éducation financière, de conscientiser les gens.
C'était quoi? Selon les données de Statistique Canada, près de 40% des personnes âgées de 65 à 69 ans ont un revenu annuel inférieur à 25 000. C'est pas beaucoup, hein? Non, pas beaucoup. C'est quasiment... Pas beaucoup. En tout cas, est-ce que j'ai des questions pour... Fait que c'est ça le défi des jeunes conseillers qui partent. Puis je comprends. Tu fais de la paperasse, tu fais ça, puis quelqu'un qui place des dollars, ça te rapporte pratiquement pas beaucoup, là. Tu vois, je viens de recevoir ma facture d'avocat pour pas grand-chose. Hein. Ouais. Mais c'est... T'es tranquille. C'est ça, exactement. Puis je m'y attends, puis j'ai l'argent pour payer ça me garde au calme. Ouais, on va te poser les questions pour finir. Vas-y. Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans ta vie? Oh, c'est très bien. Merci. Un conseil, OK. Je peux t'en poser une autre pour moi, parce que sans me vanter, je pense que j'ai fait des bons moves. Ouais, des bons choix financiers. J'ai pas fait de folie. Moi, j'ai acheté du NIO sur le marché boursier, les véhicules électriques. Mais j'ai acheté pour 1000 balles, 1200. C'est pas une grosse erreur. Mais... Bon. Un métier complètement différent qui te tenterait? Oh, ça, c'est bon. Il y en a plein. Ah ouais, quoi? Étant pas une personne très manuelle, ouais. J'aimerais... J'ai eu un projet dans le temps qui me traite encore, là. Moi, j'aimerais ça éventuellement offrir mes services une journée par semaine ou 2 journées par semaine dans différents travails variés. N'importe quoi. Ramasser des vidanges. On connaît bien Martin Côté. Toi, de ce côté, dire Martin Côté, là, 2-3 jours, je veux travailler avec toi, là. Je vais souffrir, mais je veux juste pour essayer ce genre de choses. Il y a plein de choses qui me tenteraient. Ce serait la mécanique automobile. Ah oui? La mécanique, tellement ça. C'est un maniaque d'auto. Ouais, mais je connais pas grand-chose. Mais tu sais, moi, j'adore pelleter, faire le gazon, faire l'entretien j'aime, tu sais. Oui, non. Mais mécanique, j'aimerais ça quasiment aller voir un garage puis dire apprends-moi. Je te donne 5 heures par semaine. Montre-moi. Je viens t'aider. Tu sais, t'as besoin, tiens, donne-moi ça. C'est ça, t'es helper, tu peux aider, c'est ça. Je serais content. Tu vois, dans 10 ans, t'auras 60 ans. Question difficile. Hein? Ben, en fait, dans 10 ans, assurément, j'aurai pris ma vraie retraite. Je pense, honnêtement. Peut-être pas. Mais ouais, peut-être pas. Mais je veux définitivement aider mes enfants. Que ce soit leur projet, leur profiter de la vie. On n'est pas des grands voyageurs, là, mais tu sais, un voyage peut-être par année, puis continuer à rester en forme, la santé, continuer à bouger, tout ça. Ouais. Puis si tu pouvais donner un seul conseil à un jeune qui voudrait investir, ce serait quoi? Go. Hier, j'étais avec un jeune, mise en situation, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un jeune en team, je te donne le profil rapidement, jeune de 20 ans, première année universitaire, OK, à l'Université de Sherbrooke, étudie en finance. Il dit, Jimmy, là, je veux partir, là, je sais que c'est important de commencer de bonne heure, là. Alors, ça serait ça, commencer tôt. J'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, c'est quoi tes sous que tu veux mettre? Puis j'ai dit, on va faire un petit effort. Es-tu capable? On va faire un effort juste pour te minder. Si je te dis, on met 50 $ par mois pour commencer de côté dans ton CELI, ça tue du bon sens. Avec tes études, tes ci, tes ça. Là, il regarde son budget, il dit, parfait, Jimmy, j'y vais comme ça. Puis j'ai dit, c'est trop difficile. Tu m'appelles, on cancelle. Si l'inverse, ça va bien, on pourra rajouter. J'ai dit, tu vas voir, tu vas aimer l'accumulation. Ben oui. C'est sûr qu'au début, tu as raison. Là. Tu sais, au début, ça prend du temps. Mais après ça, j'ai dit, il s'appelle Antoine. J'ai dit, Antoine, tu vas aimer ça. C'est un bon move. Tu as 20 ans, commence à mettre de l'argent de côté. Puis il dit, là, j'ai peut-être même 3-4 000 que je pourrais mettre tout de suite pour à l'ouverture du compte. Parfait. Commence tôt. Ouais. Faut pas que ça t'écœure, par contre. Arrive-moi pas, comme le client que je te parlais, l'électricien là, qui a arrêté ses prélèvements parce qu'il y a eu un accident. Ouais. Au début, il voulait mettre, ça n'avait pas de bon sens. J'ai dit, c'est trop. Là, tu vas te priver. Là, ça va t'écœurer de voir l'argent sortir de ton compte de banque pour placement. Fais quelque chose. Oui, faut que tu mettes des sous, mais quelque chose que tu es capable, puis faut pas que... Puis que c'est toi qui vas décider d'en mettre plus. Oui, et voilà, tenter. Et voilà, en plein ça, Simon, tu as tout à fait raison. Commence avec un petit montant, je trouve ça agréable. Mieux ça que
Ah, ben ouais, tu viens de sortir encore tel montant, je pourrais pas aller à tel endroit. Là, ça va faire ça que tu vas pas aimer les placements, l'investissement. 100%. Merci Jimmy d'être venu. Un plaisir, Simon. On se reverra encore, c'est Oui. sûr. De mon côté, je remercie encore une fois Céramique DF pour l'aide dans tout ça. C'est très, très apprécié. Et puis aussi, moi, j'ai sorti mon forfait membre hier. Donc, dans le fond, il y a pas mal de choses. C'est 129 par année. OK. Puis, je vais organiser des webinaires avec des gens comme toi, des planificateurs, des avocats, des fiscalistes. Et je vais mettre aussi des signaux de swing trading. Donc, hier, j'en ai mis 6 dans le groupe avec le stop loss, le take profit stop loss. Je vais analyser des actions des FNB. Et je vais mettre en public les chiffres de Piscine Éclat, nos stratégies marketing, cool. les campagnes publicitaires, comment on monte la business, qu'est-ce qu'on utilise comme CRM, qu'est-ce qu'on fait comme, justement, comment tu gères ton CRM. Donc, En passant, j'adore tes posts. Je suis un fervent amateur. Oui, c'est excellent. c'est très gentil. Donc, si vous voulez le forfait membre, il est disponible, écrivez-moi. J'offre aussi des consultations de 15 minutes, totalement gratuitement. Puis, comme je vous dis, peut-être que souvent, ça va être de vous référer à un livre. Peut-être que ça va être de vous référer à un gars comme Jimmy. Peut-être que ça va être une formation. Peut-être que ça va être une consultation plus longue. Peut-être que c'est vous dire, hey, c'est quoi, je peux pas t'aider. Ça arrive, hein. Ça arrive souvent, hein. Ça arrive, oui. Ou que je peux répondre à la question. Oui, comme ça. Ça arrive même plus souvent qu'autrement où personne me pose la question. Ah bah, Simon, j'arrive pas à gérer mon budget. T'as-tu un bon fichier? Ah bah oui, tiens, utilise ça. Puis on n'en parle plus. Où est-ce que je suis rendu maintenant? Mon but, c'est pas de closer la vente, là. Je veux pas, comme il y a beaucoup de setters qui m'écrivent, bah, je peux être un setter. Non, c'est moi qui vais faire les appels. Je veux pas un vendeur qui fasse mes appels, c'est pas ça le but. Donc, voilà. Merci à tous. Et on se revoit, pour un nouvel épisode, sûrement la semaine prochaine. À bientôt.